Comment passer de 10 000 à 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois sur Amazon. Dans cette vidéo, je vais vous partager les différentes stratégies que j'ai utilisées pour scaler mon business et faire x20 sur mes ventes. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sébastien et je suis vendeur sur Amazon depuis 2018. J'ai vendu pour plus de 5 millions d'euros sur la plateforme et sur cette chaîne, je vous explique comment lancer un business e-commerce rentable sur Amazon dans le but de gagner votre liberté financière et géographique à votre tour. Alors juste avant de commencer, ici, petite note, le but avec cette vidéo, ce n'est pas de vous en mettre plein les yeux avec des gros chiffres. D'ailleurs ici, je parle de chiffre d'affaires, de revenus, c'est-à-dire c'est la ligne du haut sur votre compta. Je ne parle pas du bénéfice de l'entreprise, c'est-à-dire ce qui reste dans votre poche. En fin de vidéo, je vous montrerai le profit que j'arrive à générer avec mon business, chiffre à l'appui, parce que eh bien c'est quand même ça qui compte au final. Donc mon but avec cette vidéo, c'est de vous montrer les résultats qu'il est possible d'atteindre avec ce business model, quand on rajoute aussi pas mal de persévérance et du temps. Donc c'est vraiment pas pour vous mentir, pour vous vendre du rêve, c'est des résultats que j'ai obtenus après plusieurs années de travail, beaucoup d'efforts et beaucoup de challenges. Finalement, mon but, c'est de vous donner les clés qui ont contribué au succès tout relatif de mon business sur Amazon, les différentes méthodes et stratégies que j'ai utilisées en étant le plus transparent possible avec vous, et aussi comment je compte continuer de développer mon business. Donc tout ça étant dit, on va rentrer dans la première partie et là ça va être tout ce qui concerne les stratégies sur Amazon. Donc la première stratégie que j'ai utilisée, et celle-ci elle est vraiment simple comme bonjour, enfin en théorie, eh bien ça a été d'étendre mes produits à de nouvelles marketplaces. Ça a été vraiment la première stratégie, la première méthode que j'ai utilisée pour doubler, tripler et quadrupler eh bien le chiffre d'affaires de mon business au début. Le but c'était simplement de prendre ce qui fonctionnait bien sur un marché et de le répliquer sur un deuxième marché, un troisième marché, un quatrième marché, etc. Il y a beaucoup de marchés que vous pouvez exploiter sur Amazon et donc quand vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne bien en France, qui fonctionne bien en Allemagne, qui fonctionne bien au Canada, aux États-Unis, eh bien vous pouvez tenter de répliquer eh bien ce même succès dans un autre pays. Donc aller vendre un produit sur un nouveau marché, ça se fait pas en 3 clics, ça demande quand même un petit peu de travail. Déjà, il va y avoir des démarches administratives potentiellement, des enregistrements à la TVA, ce genre de choses dépendant des marchés dans lesquels vous allez vous étendre. Il y a ensuite tout un travail de traduction à faire forcément au niveau du produit lui-même parfois, mais aussi au niveau eh bien du listing produit et de toute votre communication marketing forcément. Si tout a été fait en anglais ou en français, et bien quand vous allez vendre en Allemagne, il va falloir tout traduire en allemand. Et pour ça aujourd'hui avec ChatGPT, et bien c'est bien plus facile. Puis il faut lancer les produits sur chaque nouveau marché, c'est-à-dire faire un réel lancement avec tout ce que cela implique. Donc pour moi cette méthode c'était vraiment la meilleure manière, et d'ailleurs je pense que c'est toujours la meilleure manière et bien de développer son business, de faire grossir son business avec et bien un effort minimal. Et une autre chose aussi, c'est que aujourd'hui je vends sur 14 marchés Amazon différents et ça permet de diversifier mon business. Alors même si forcément chaque marché n'a pas le même poids dans mon business, c'est évident, et bien ça permet quand même de diversifier géographiquement, au niveau aussi des devises que vous allez recevoir par Amazon. Donc à ce niveau-là, c'est top, ça vous rend un petit peu moins fragile, un petit peu moins dépendant forcément eh bien d'un seul pays, d'un seul marché. Et une autre chose aussi, c'est que ça permet eh bien de placer de plus grosses commandes auprès du même fournisseur, parce que forcément ça va être le même produit que vous allez vendre, donc vous allez sourcer beaucoup plus d'unités auprès d'un même fournisseur, et donc ça va faire en sorte que vous allez développer une meilleure relation avec ce fournisseur, avoir sans doute de meilleurs termes de paiement. Donc ça aussi c'est un point positif. Par contre, eh bien l'inconvénient de cette technique, et c'est directement corrélé à ça, c'est que vous allez être beaucoup plus dépendant eh bien d'un seul fournisseur et d'un seul produit. Et donc pour ne plus être dépendant d'un seul produit, c'est là que la deuxième stratégie rentre en jeu. Là aussi extrêmement simple, extrêmement évident, mais c'est tout simplement de lancer de nouveaux produits. Alors ça paraît évident hein, effectivement, mais il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, ou en tout cas qui ne le font pas assez rapidement. Et ici ce qu'il faut se dire, c'est que même si vous vendez sur plein de marchés différents, vous avez quand même très peu de chances de construire un gros business avec seulement un seul produit. Ça peut arriver, mais c'est très rare, et en plus comme je l'ai dit juste avant, eh bien vous êtes extrêmement dépendant d'un fournisseur, d'un produit. Bref, tout ça c'est pas très solide. Et ici pour lancer de nouveaux produits, eh bien il y a principalement deux approches. La première, ça va être de lancer un produit qui va venir s'ajouter à votre catalogue de produits actuel, donc un produit que vous allez vendre sous la même marque que votre premier produit. Donc si vous vendez une fontaine à eau pour chat, c'est votre premier produit, eh bien vous allez pouvoir commercialiser un arbre à chat, une gamelle pour chat ou un distributeur automatique de croquettes. Bref, dans tous les cas, vous allez continuer de construire votre marque Miaou & Co sur Amazon, et ça c'est top. Mais cette première stratégie qui est idéale n'est pas toujours possible, et donc parfois on a beau chercher mais on n'arrive pas à trouver eh bien une nouvelle opportunité dans le même marché sous la même marque. Et dans ce cas, à mon avis, il faut pas rester bloqué et attendre qu'une opportunité nous tombe dessus. Il faut être proactif et aller chercher d'autres opportunités eh bien dans d'autres catégories, dans d'autres types de marchés, et créer une nouvelle marque. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi au début. J'arrivais pas à trouver une deuxième opportunité dans la même catégorie que mon premier produit, et donc eh bien j'ai tout simplement lancé un deuxième produit qui était dans un marché totalement différent, qui avait rien à voir, et donc j'ai
j'ai recréé une marque et j'ai tout recréé de zéro. Alors certes, c'était plus de travail, j'ai dû recréer une marque, mais en même temps, ça m'a permis de continuer d'avancer et pas d'attendre que l'opportunité me tombe dessus. Les anglophones appellent cette technique le rinse and repeat, c'est-à-dire on rince et on recommence. Littéralement, vous prenez ce qui fonctionne, vous prenez eh bien les mêmes ingrédients et vous recommencez la même chose. Vous avez trouvé une méthode qui fonctionne pour trouver des opportunités de produits, pour sourcer des produits et pour les commercialiser sur Amazon. Eh bien, c'est top. Maintenant, vous reprenez les mêmes ingrédients et vous recommencez le processus. Et ici, à mon avis, c'est très intéressant d'avoir eh bien cette approche de catalogue. On construit un catalogue, un portfolio de produits. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on construit un business e-commerce solide. C'est en empilant les briques les unes après les unes. D'abord un produit, puis deux, puis trois, puis quatre. Et de cette manière, vous continuez à augmenter votre catalogue. Donc aujourd'hui, j'ai une vingtaine de SKU répartis sur 2 marques. La troisième stratégie que j'ai utilisée directement sur Amazon pour développer le business, ça a été d'optimiser les coûts. C'est vraiment le plus important dans un business e-commerce, c'est de savoir gérer ses coûts, les optimiser pour pouvoir eh bien augmenter votre marge, augmenter aussi votre marge de manœuvre sur vos publicités, sur voilà tout un tas de choses que vous allez faire, d'activités commerciales que vous allez faire. Et donc eh bien au plus vous allez réduire les coûts, au plus vous allez être compétitif forcément. Et il faut vraiment pas oublier cette case-là. Donc ça passe d'abord par la négociation avec les usines. Vous allez négocier des prix d'achat plus bas au fur et à mesure que vous allez commander plus d'unités. Et vous allez aussi surtout, et ça c'est très important, négocier des conditions de paiement, des payment terms qui vont être beaucoup plus avantageux pour vous. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 30% à la commande et 70% eh bien au moment où la commande est livrée, eh bien vous allez payer un acompte déjà beaucoup moins important, ce qui va vraiment aider votre trésorerie. Et vous allez aussi pouvoir, si vous développez une bonne relation avec vos usines, ce qui est normalement le cas quand vous commandez beaucoup d'unités et que vous commencez, voilà, ça fait 1-2 ans que vous travaillez avec eux, eh bien vous allez commencer à pouvoir échelonner les paiements même après que la commande ait été livrée, et ça c'est vraiment top. Le deuxième point, ça va être d'optimiser votre logistique, les expéditions de marchandises depuis votre fournisseur jusqu'à Amazon. Donc là forcément, au plus vous allez envoyer de grosses quantités, eh bien au plus vous allez être optimisé au niveau du coût unitaire d'envoi. Et puis aussi avec l'expérience, eh bien vous allez avoir vos prestataires préférés qui vous donnent les meilleurs prix pour chaque type de shipping. Et donc au fur et à mesure, vous allez réduire les coûts d'expédition, et ça compte pour beaucoup. Troisième point, ça va être le fait de réduire les coûts de stockage chez Amazon. Donc ça peut commencer à revenir cher si vous n'avez pas une bonne gestion de vos stocks. Si vous envoyez trop de stocks et il y a trop de stocks eh bien qui restent en attente dans les entrepôts d'Amazon, vous allez payer du stockage pour rien. Donc forcément, en apprenant à mieux gérer votre stock, à mieux anticiper, eh bien vous allez réduire vos coûts de stockage. Ça m'a pris pas mal de temps à vraiment comprendre comment tout ça fonctionnait et pouvoir anticiper de manière assez précise eh bien combien d'unités j'allais vendre à quelle période. Mais après plusieurs années d'expérience, je commence à avoir l'habitude. Et finalement, un dernier point ici, ça va être de réduire les coûts d'expédition FBA, donc les coûts d'expédition Amazon. Donc ici, ça va vraiment être l'optimisation de la taille et du poids de vos produits, des emballages de vos produits. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que 1 cm ou bien 20 grammes, ça peut faire la différence, et vous pouvez passer d'une catégorie à une autre qui va vous coûter peut-être 50 centimes, 80 centimes de plus à expédier. Et sur chaque unité, eh bien, ça fait une différence énorme à la fin de l'année. Ensuite, forcément, je me suis beaucoup attardé sur l'optimisation des publicités. Donc ici, je parle des publicités directement sur Amazon, donc le PPC. Donc là, c'est vraiment un travail continu d'optimisation. C'est pas quelque chose qu'on met en place une fois et ensuite qu'on laisse tourner avec voilà des chiffres qui s'envolent. Donc ici, c'est une optimisation eh bien qui est faite plusieurs fois par semaine en termes de ciblage, des enchères, des mots-clés sur les mots-clés qu'on va mettre en négatif, qu'on va repasser eh bien en ciblage, et aussi en essayant assez fréquemment, alors pas toutes les semaines, mais en essayant, on va dire tous les trimestres, de nouveaux types de campagnes avec des nouveaux visuels, de nouveaux titres, ce genre de choses. Donc ici, c'est vraiment important d'optimiser son PPC de manière très fréquente parce que eh bien c'est extrêmement dynamique comme milieu. Les enchères changent, les mots-clés changent, et forcément les concurrents qui viennent et qui veulent aussi eh bien être montrés sur ces mots-clés changent aussi. Il y a des nouveaux concurrents qui arrivent, il y a des anciens concurrents qui partent. Donc à ce niveau-là, c'est très dynamique et c'est quelque chose qu'il faut faire de manière continuelle, et forcément au fil du temps, eh bien vous allez devenir meilleur à l'optimisation de vos PPC. Donc au niveau des chiffres, j'essaye d'avoir un ECOS qui est toujours en dessous de 20-25% vraiment maximum, et d'avoir un TACO, c'est-à-dire un total ECOS qui va être aux alentours de 5-6% pour pas que le PPC vienne bouffer la marge de tout mon business. Mais comme j'ai dit dans plusieurs vidéos sur le PPC, eh bien moi je vois la publicité comme un investissement sur Amazon, comme un moyen de maintenir ses classements organiques, et au final, eh bien si vous avez une part assez minime de vos ventes totales qui passent en PPC, comme je vous montrerai après quand on va regarder plus en détail le profit, eh bien c'est tout à fait raisonnable d'avoir eh bien quelques pourcents de votre marge qui passe au final en PPC. Autre point très important, et celui-ci eh bien il est souvent négligé par beaucoup de vendeurs, ça va être l'optimisation du listing des produits. Là encore une fois, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on fait une fois et puis qu'on laisse à tout jamais. Dans mon business, on essaie au maximum de faire du A/B testing sur les images, sur les bullet points, sur les titres, sur le contenu A+, pour trouver la combinaison qui va convertir le mieux. Et là encore une fois, c'est quelque chose qui change. Il y a des concurrents qui arrivent avec des nouveaux listings, avec des choses créatives. Si vous restez ad vitam avec vos anciennes images et des bullet points que vous avez optimisés il y a 2 ou 3 ans, eh bien forcément à un moment donné, vous allez être en retard. Donc ici, c'est vraiment très important de ne pas se reposer sur ses lauriers,
sur ses acquis, tout simplement parce que votre produit fonctionne. Continuez d'être proactif pour essayer de trouver toujours des améliorations et je vous garantis, il y en a quasiment toujours. Encore une fois, c'est un environnement qui est très dynamique. Dernière chose au niveau des stratégies purement sur Amazon, ici c'est au niveau du service client et de la récolte, de la récupération des avis clients. Encore une fois, il faut rien prendre pour acquis. C'est pas parce que vous avez de bons avis clients et une bonne note sur Amazon, eh bien que vous pouvez lever le pied sur le service client et sur la demande d'avis. C'est vraiment une bataille continue. Il faut glaner le plus d'avis en permanence. Et dans mon business, on se concentre vraiment sur le fait d'offrir le meilleur service client de manière continue. Et même plus que ça, on essaie vraiment d'améliorer en permanence le service client par rapport au retour des clients qu'on a. Ce qui est aussi important, c'est de savoir ajuster les choses et s'adapter par rapport au retour des clients. Parfois, les clients vont vous faire savoir qu'il y a un petit problème sur votre produit, que le manuel d'utilisation n'est pas clair, que voilà, quelque chose était mal écrit dans le listing et du coup ça a prêté à confusion. Bref, toutes ces choses-là, tous les retours des clients, eh bien on les prend en compte et on essaie d'ajuster au maximum, eh bien dans la mesure du possible évidemment, nos produits, les manuels d'utilisation, les listings, etc. pour éviter tous les doutes, toutes les confusions et limiter au maximum, eh bien les expériences clients négatives. Et ici, que ce soit pour éviter les mauvais avis clients ou pour récolter de nouveaux avis clients, c'est vraiment essentiel si vous voulez construire un business solide sur le long terme. Donc ça, ce sont les stratégies que j'ai personnellement utilisées et mises en place dans mon business Amazon FBA. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y avait potentiellement des dizaines de stratégies que j'aurais pu tester, que j'aurais pu utiliser. Et d'ailleurs, on me contacte souvent pour mettre en place ce genre de stratégie. Que ce soit des campagnes avec des influenceurs sur Instagram ou TikTok, des campagnes publicitaires hors Amazon pour attirer plus de trafic, depuis Facebook ou Google par exemple, vendre sur d'autres plateformes, que ce soit Cdiscount en France, que ce soit Allegro en Pologne, Bol aux Pays-Bas, Walmart aux États-Unis, eBay, ce genre de choses. Évidemment, vendre sur mon propre site Shopify, mais aussi faire des articles de blog pour ranker mon site sur Google, sponsoriser des youtubeurs pour qu'ils mettent mes produits en avant. Bref, il y a d'innombrables méthodes de marketing digital que vous pouvez potentiellement utiliser. Et d'ailleurs, elles sont toutes potentiellement valides et elles fonctionnent. Mais le problème ici, c'est à quel prix. Et à mon avis, ici, il faut vraiment connaître les règles du jeu que vous êtes en train de jouer. J'ai discuté avec beaucoup de personnes qui ont construit de gros business Amazon FBA. On parle de 10 millions de chiffre d'affaires par an et plus. Eh bien, ces personnes n'ont souvent jamais fait de la publicité sur TikTok. Ils n'ont jamais publié un article de blog ou ils n'ont jamais même vendu sur un site Shopify. Pourquoi? Eh bien, la réponse est assez simple. Ils se sont concentrés sur les fondamentaux du business sans rajouter de la complexité inutile et sans succomber au syndrome de l'objet brillant. Et ici, je pense que c'est vraiment super important et je pense que s'il y a une chose que vous retenez de cette vidéo, c'est celle-ci. Il faut savoir rester focus, rester concentré sur votre objectif et continuer à faire ce qui fonctionne. À mon avis, c'est vraiment une des compétences les plus sous-cotées aujourd'hui. Ayez une vision long terme, mettez les efforts et regardez votre petit empire se construire au fur et à mesure. Et je pense que c'est d'ailleurs ça qui a largement contribué à ma réussite sur Amazon. Parce que si vous rêvez d'un business étincelant, explosif, avec tout un tas de nouveautés et de challenges excitants au quotidien, eh bien Amazon FBA n'est sans doute pas fait pour vous. C'est plutôt un business dans lequel il faut empiler les briques une par une, s'assurer que la machine tourne bien et qu'il n'y a pas un caillou qui est venu se coincer dans l'engrenage. Et à ce niveau-là, c'est vraiment important d'aimer la logistique, l'opérationnel, mais aussi la gestion de la trésorerie et le fait de résoudre des problèmes logistiques ou opérationnels sur un tableau Excel. Donc à ce niveau-là, c'est assez loin des business ultra excitants qu'on vous promet en général quand on vous vend un business en ligne. Donc voilà les grandes lignes des stratégies que j'ai utilisées pour scaler mon business à plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Comme toujours, je veux rappeler que ça ne s'est pas fait en claquant des doigts, ça s'est fait en plusieurs années, ça a demandé beaucoup de travail, ça a demandé de la persévérance et je n'ai pas tout fait parfaitement, loin de là. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo où je vous explique les pires erreurs que j'aurais vraiment voulu éviter sur Amazon FBA, je vous mettrai le lien de la vidéo juste ici. Il y a même une erreur toute bête qui a bien failli me coûter mon business entier. Ensuite, la deuxième grosse stratégie que j'ai utilisée, ça a été de recruter une petite équipe pour mon business. La première tâche que j'ai déléguée, ça a été le service client. Alors, je dois avouer que ça m'a pris un peu de temps, sans doute un peu trop pour déléguer ça, mais c'est vraiment incroyable à quel point ça libère du temps et surtout de l'espace mental pour aller se concentrer sur d'autres choses. Et vu ce que ça coûte, je pense que la question se pose pas vraiment. Le plus dur à mon avis, c'est de recruter la bonne personne et de la former, mais une fois que ça s'est fait, ça roule quasiment tout seul. Et grâce à ça, j'ai pu m'éloigner un petit peu du support client, m'éloigner aussi de la négativité parce que forcément, le support client, c'est souvent des clients qui sont pas contents, qui vous disent que votre produit est nul et que vous devriez les rembourser. Bref, donc m'éloigner de ça, prendre de la distance parce qu'en étant le gérant du business, forcément, j'ai une attache émotionnelle à ça. Donc je monte distance, je laisse cette tâche à quelqu'un d'autre qui est totalement détaché émotionnellement et qui suit des processus stricts et froids. Et moi, ça me permet de me concentrer sur des tâches plus importantes. Plus tard, j'ai aussi délégué le sourcing et la logistique parce que quand on vend plusieurs produits dans plusieurs marketplaces, il y a des commandes à placer à peu près tout le temps. Il y a des virements et des paiements à faire dans tous les sens, des contrôles qualité à planifier, des expéditions à coordonner. Bref, ça devient vraiment prenant. Donc il y a une personne aujourd'hui qui bosse à mi-temps exclusivement sur cette partie-là. Et ça me permet encore une fois de me concentrer sur les tâches avec des valeurs ajoutées plus élevées, comme la recherche de nouvelles opportunités, la conception des produits et la négociation avec les
nouveaux fournisseurs. Donc en plus de ces 2 personnes, eh bien on travaille aussi fréquemment avec des freelances qui vont nous faire les visuels, les vidéos, s'occuper aussi de l'optimisation des traductions. Donc ils font presque partie de l'équipe. Et mon but c'était de créer une petite équipe de personnes motivées qui grandit doucement avec le business et de garder ça lean comme disent les anglophones, c'est-à-dire aussi petit que possible et de ne pas faire grossir l'équipe trop vite. Je connais plusieurs vendeurs FBA qui ont atteint les 10 millions de chiffre d'affaires par an avec seulement 3 ou 4 personnes dans leur équipe. Donc ça sert à rien d'avoir une grosse équipe avec 10 ou 15 personnes pour construire un business d'une taille conséquente. Après forcément, si vous voulez viser les 20 ou 30 millions par an, là il vous faudra sans doute une plus grosse équipe, mais bon, chaque chose en son temps. Si la vidéo vous plaît jusqu'ici, faites-le moi savoir en laissant un like juste en dessous de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur comment devenir libre grâce à votre business e-commerce sur Amazon. La troisième grosse stratégie que j'ai utilisée pour scaler mon business, ça a été de m'expatrier fiscalement. Le but ici, c'est simple, c'est de réinvestir les bénéfices de votre business sans impôt ou en tout cas avec un impôt minimal. Forcément, ça permet de réinvestir plus rapidement et d'accélérer la croissance de votre business. L'IS est de 25% en France. Donc si vous passez à 10%, si vous passez à 5% ou à 0%, eh bien vous allez pouvoir réinjecter la différence directement dans votre business. Pour lancer de nouveaux produits, pour étendre vos produits à de nouveaux marchés, bref, pour développer votre boutique et votre catalogue. Alors c'est pas du tout une obligation, il y a plein de gens qui arrivent à développer leur business, que ce soit en France ou dans des pays avec des impôts élevés. Et il y a différentes manières eh bien, d'optimiser votre fiscalité, de déduire un maximum de choses, bref, de faire en sorte de payer moins d'impôts. Il y en a même d'autres qui arrivent à obtenir des financements auprès de leur banque, donc il y a des aspects positifs, mais forcément à la fin, ça reste un choix personnel, c'est quand même un choix de vie important. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que pour moi, le voyage et l'expatriation, ça a toujours fait partie de ma vie, et c'était d'ailleurs une de mes motivations en principale quand j'ai commencé ce projet. Le fait de pouvoir gagner ma vie en ligne, de pouvoir vivre où je voulais, de pouvoir travailler bien en voyageant, c'était vraiment mon rêve. Alors forcément, j'ai pas attendu longtemps avant de m'expatrier, et forcément, quand on a un business, eh bien la partie optimisation fiscale prend tout son sens très vite. Autrement dit, même si l'Espagne ou la Norvège c'est sympa, eh bien vous n'allez pas forcément vous installer là-bas en tant que gérant d'un business. Donc l'expatriation, il y a la partie fiscale forcément, mais il y a aussi l'autre partie, la partie plus lifestyle, vie personnelle, c'est-à-dire cadre de vie, inspiration, motivation au quotidien. Le fait d'avoir une communauté d'entrepreneurs avec lesquels eh bien on peut se tirer vers le haut plutôt que d'être eh bien au milieu de notre famille ou de nos proches qui la plupart du temps comprennent pas trop ce qu'on fabrique. Et aussi le fait qu'il n'y a pas de plafond de verre au-dessus de notre tête. On sait que l'argent qu'on va générer avec notre business, eh bien il est pour nous, on peut le réinjecter librement dans notre business et en fait on travaille pas eh bien à moitié pour l'État. Donc pas besoin de calculer, on fonce. Si vous voulez en savoir plus sur l'optimisation fiscale quand on fait du e-commerce, eh bien je vous recommande cette vidéo que je vous mettrai en lien juste au-dessus. Quatrième partie, et celle-ci elle va être un petit peu plus mindset, c'est le fait de ne pas se laisser disperser. C'est un aspect qui à mon avis est très important, qui peut paraître un petit peu trivial ou sans conséquence, mais c'est vraiment ultra important d'avoir la capacité de rester concentré sur un objectif et de ne pas se distraire. Et forcément ça paraît facile dit comme ça, ouais je vais rester focus sur mon business, je vais travailler jour et nuit, je vais penser business, manger business, m'entraîner business, évidemment que je vais pas me disperser dans tous les sens. Mais en réalité c'est beaucoup plus difficile que ça, surtout dans cette ère des réseaux sociaux et de la comparaison continue. Les opportunités clignotent dans tous les sens et c'est extrêmement facile de se laisser avoir et de se faire emporter. Par exemple, ça peut être sortir du cash pour investir dans une petite crypto peu connue qui va exploser ou acheter un NFT dans l'espoir de devenir riche facilement et rapidement, bien plus rapidement qu'avec notre propre business. Forcément, ça fait envie, surtout quand on vous en parle 24h/24 sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Ou alors se payer un gros dividende et s'acheter une Rolex, une Lambo pour montrer ma réussite de jeune entrepreneur à tous mes proches et au monde entier. Après tout, c'est ça le symbole du succès aujourd'hui. Et qu'on le veuille ou non, eh bien on se fait bombarder de ce genre d'images sur les réseaux sociaux. On a du mal à pas se comparer en permanence. Alors quand on sait que le cash est là, disponible, eh bien ça nous traverse la tête. En tout cas, je sais que cette pensée a traversé mon esprit plusieurs fois. Et là, c'est vraiment très important de rester discipliné et de ne pas acheter cette possession matérielle qui viendrait valider notre réussite aux yeux du monde. Mais plutôt de garder le cash dans le business pour réinvestir et lancer de nouveaux produits et développer le business. C'est vraiment une bataille mentale qu'il faut gagner à chaque fois. Et finalement, il y a aussi la tentation de lancer un nouveau business. Des opportunités qui n'ont rien à voir mais qui paraissent si alléchantes. Et à ce niveau-là, je suis assez catégorique, je dis non à tout. Le seul autre business que j'ai lancé, forcément, eh bien, c'est cette chaîne YouTube et mon programme de formation. Après, ça reste assez complémentaire car ça reste dans le monde d'Amazon FBA et c'est aussi quelque chose qui me permet de diversifier mes tâches au quotidien. Donc c'est assez sympa à ce niveau-là et bien sûr, ça permet de diversifier mes sources de revenus. Donc si je devais donner une équation du succès, selon moi, elle serait pas si compliquée que ça. Ça serait vision long terme plus stratégie simple plus discipline égale succès sur le long terme. Et comme promis, on arrive à la fin de cette vidéo et je vais vous partager le profit d'un business qui génère 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc combien de bénéfices il reste exactement? Eh bien, on va aller dans mon dashboard Sellerboard. C'est un outil super que je vous recommande qui permet eh bien tout simplement de traquer votre rentabilité. Ça va extraire tout un tas de données d'Amazon, vos chiffres de vente, vos chiffres de publicité,
l'électricité, tous les frais Amazon. Donc tout est directement importé d'Amazon, donc il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Et ça vous permet vraiment de garder un œil sur votre rentabilité, la rentabilité entre différents produits, entre différentes marketplaces. Voilà, vraiment de savoir où va votre argent concrètement. Donc si vous voyez que la marge aussi entre 18 et 20%, ça dépend des périodes, ça dépend des produits, ça va dépendre si on est en période de lancement sur un produit ou non. Vous voyez qu'il y a des produits qui ont des marges vraiment très intéressantes, qui sont au-delà de 40% et d'autres produits qui ont des marges beaucoup plus faibles de 5, 6, 10%. Au total, ça nous fait une marge qui oscille entre 18 et 20%. Et ça, c'est après le PPC, après les frais d'Amazon et après la TVA. Par contre, ça prend pas en compte les salaires et les charges fixes. Et ici, sur l'année, on est environ aux alentours de 35 à 40 000 euros. Et forcément, dépendant de votre montage et situation fiscale, eh bien, il faudra rajouter votre taux d'imposition à vous là-dessus. Et rapidement, quel est mon plan pour la suite des choses? Eh bien, premièrement, je compte faire plus de ce qui fonctionne déjà, c'est-à-dire, eh bien, continuer, comme je l'ai dit, à empiler les briques et à faire ce qui fonctionne sans coup d'éclat, sans énorme prise de risque. Le but ici, c'est de solidifier le business, d'avoir vraiment quelque chose de diversifié, de solide sur plusieurs pays avec voilà différentes marques, différents marchés dans le but d'être le plus résilient possible. Et troisième chose sur laquelle je veux me concentrer, c'est aussi l'augmentation de la valorisation du business. Un business Amazon FBA, ça peut se revendre relativement facilement pour un business en ligne. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ce genre de business et donc en général, on peut revendre le business entre x35 et x40 votre profit mensuel. Donc même si je compte pas vendre le business, eh bien dans l'année qui arrive, c'est quand même bien, de travailler sur la valorisation de son business pour toujours se laisser cette porte ouverte et avoir la possibilité de faire une bonne exit, pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et qu'elle vous aura montré ce qu'il est capable d'atteindre comme résultat sur Amazon quand on s'en donne les moyens et qu'on est assez patient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la liberté digitale.